Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, comme tous les vendredis, dans un nouvel épisode de Cryptalk. J'avais prévu de vous faire un podcast aujourd'hui sur le halving, à une semaine du halving, vous donner un petit peu d'informations, comment ça s'est passé, etc. Mais finalement, je trouve qu'on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez de data, donc je pense qu'il est plus pertinent que je vous fasse ça dans les prochaines semaines. Donc partie remise, je garde bien le sujet en tête. En plus, vous savez que vraiment, nous, le mining, c'est le cœur de notre dispositif. On a commencé notre activité par le mining, donc on est vraiment sur le terrain pour pouvoir en parler avec expertise. Donc je vous ferai ça les prochaines semaines, promis. Aujourd'hui du coup, on va parler de Bitcoin. Comme ça, on reste dans la thématique. Je vais vous expliquer pourquoi le nombre de 21 millions est si crucial pour Bitcoin. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors comme vous le savez très certainement, tout commence en 2009 avec la fameuse publication du white paper par une personne ou un groupe de personnes qu'on ne connaît toujours pas qui utilise le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Le Bitcoin est né en réponse à la crise financière mondiale, proposant une nouvelle forme de monnaie totalement décentralisée et numérique. Alors pourquoi Satoshi Nakamoto a-t-il choisi le chiffre de 21 millions ? Eh bien, la réponse à cette question n'a jamais été clairement définie par Satoshi lors de la présentation de Bitcoin en 2009, mais il a partagé plusieurs réflexions dans un mail qu'il a adressé à Mike Hearn, un ingénieur de chez Google, en date du 12 avril 2009. Alors je vais tâcher de vous lire ce mail pour que vous puissiez prendre connaissance de ces fameuses réflexions. Il dit « J'ai opté pour le nombre de pièces et le rythme de distribution après mûre réflexion. C'était un choix ardu, car une fois le réseau lancé, ces paramètres ne pouvaient plus être modifiés. Je voulais que les valeurs soient comparables à celles des devises existantes, mais prédire l'avenir était difficile. Alors finalement, j'ai choisi un compromis. Si Bitcoin reste marginal, sa valeur par unité sera inférieure à celle des monnaies actuelles. Si Bitcoin devient un moyen d'échange global, alors 21 millions de pièces devront suffire pour tout le monde, ce qui en augmentera grandement la valeur par unité. Chaque Bitcoin peut se diviser en 100 millions de Satoshi, offrant ainsi une granularité suffisante si les prix des biens courants baissent. Par exemple, si 0,001 Bitcoin vaut 1 euro, il sera facile de changer l'affichage pour que 1 Bitcoin s'affiche comme 1000 et 0,001 comme 1. Voilà, fin de son écrit. Comme vous l'aurez compris, Satoshi visait ainsi à couvrir tous les scénarios possibles, du plus pessimiste où Bitcoin resterait une sorte de curiosité technologique, au plus optimiste où il deviendrait une monnaie globale dominante. L'évaluation de la masse monétaire mondiale en début d'année 2009, estimée à environ 20 340 milliards de dollars par le World Factbook de la CIA, pourrait avoir influencé son choix. Imaginons que Bitcoin pourrait potentiellement remplacer cette masse monétaire, Satoshi a prévu suffisamment d'unités pour que chaque Satoshi ait une valeur significative, potentiellement comparable à 1 centime de dollar si Bitcoin atteignait ce niveau de capitalisation. Alors, d'un point de vue technique, le nombre de bitcoins qui peuvent être minés est limité par la manière dont est structurée la récompense pour les mineurs. Quand je vous parle des mineurs, là, je parle des personnes qui mettent à disposition leur machine pour pouvoir valider les blocs sur la blockchain. Alors au départ, chaque bloc de transaction validé rapportait 50 bitcoins. Tous les 210 000 blocs, ce qui prend environ 4 ans, cette récompense est divisée par 2 par le processus qu'on appelle le halving. Le halving, je vous ai déjà fait 2 podcasts dessus, un très généraliste pour vous expliquer ce processus et un autre podcast qui explique comment bien se préparer avant le halving. Donc n'hésitez pas à les écouter si toutefois cela vous intéresse. Alors si vous faites le calcul, en partant de 50 bitcoins par bloc et en divisant par 2 tous les 4 ans, le nombre total de bitcoins approchera environ 21 millions, mais n'atteindra jamais cette limite exactement. Alors sur le plan économique, la limite des 21 millions contribue à créer la rareté forcément. Dans le monde des monnaies traditionnelles, les gouvernements peuvent imprimer de l'argent à volonté et c'est ça qui entraîne l'inflation. Bitcoin, lui, en revanche, est conçu vraiment pour être une ressource rare, un peu comme de l'or. Alors ça va aider à préserver sa valeur au fil du temps, à condition bien sûr que la demande pour Bitcoin continue de croître ou reste stable. Il y a aussi un aspect psychologique qui est très intéressant. Le choix de limiter la quantité de Bitcoin à 21 millions
peut donner à chaque pièce, à chaque token, un sentiment de valeur intrinsèque beaucoup plus élevé. Les gens tendent à valoriser toujours ce qui est rare et ça c'est clairement un fait qui est remarqué, c'est vraiment un aspect très psychologique. Symboliquement, en choisissant 21 millions, Satoshi va nous inviter à réfléchir à la manière dont on va percevoir la valeur et la monnaie dans notre société. Alors, quant aux suppositions plus fantaisistes, comme l'idée que Satoshi a choisi le nombre de 21 millions en référence à un cube d'or de 21 mètres de côté, elles restent non vérifiées et probablement anecdotiques. Et ça, on n'en saura forcément jamais la véracité. Alors, est-ce que le choix de 21 millions était arbitraire ? Est-ce que le calcul était ingénieux ou un peu des deux? Nous ne pouvons que spéculer. En tout cas, ce que nous savons, c'est que cette limitation a aidé à positionner Bitcoin non seulement comme une monnaie, mais aussi comme un phénomène culturel. Voilà, je vous laisse sur cette petite phrase à méditer. N'hésitez pas en commentaire à me mettre vos avis sur le sujet. Pourquoi 21 millions selon vous? Et qu'est-ce que ça génère derrière? Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère vraiment que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine comme d'habitude. Alors peut-être pas encore sur un état des lieux du halving. J'ai vraiment l'envie de vous faire un podcast qui sera le plus pertinent possible avec suffisamment de recul. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je garde ça bien en tête. C'est quelque chose qui viendra très rapidement. Petit rappel concernant Wiggle, n'oubliez pas que Wiggle c'est un service de paiement crypto-euro qui est développé par notre société. Nous sommes actuellement en phase de public sale, c'est la dernière phase d'ailleurs de public sale, on est sur l'acte 3. Le token est à 9 centimes, il sera par la suite listé sur la plateforme Uniswap à 10 centimes. N'hésitez pas à vous positionner, c'est la dernière ligne droite pour pouvoir le faire sur cet ICO. On se retrouve tous les 15 jours pour un AMA, donc un AMA c'est ni plus ni moins une session de questions-réponses. Et le prochain AMA pour Wiggle se fera sur notre serveur Discord, comme d'habitude, le vendredi en live dès 19h. Et la prochaine date, ça sera le 3 mai, donc ça approche à grands pas. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.